Donc ce soir, on a le plaisir de recevoir à nouveau notre ami Yvan Blot. Je vais très rapidement le présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas. On pourrait dire, d'une manière humoristique, que le point commun avec Poutine, c'est que vous avez fait une école de cadre, l'ENA, et lui le KGB. Si, ça peut se comparer. Mais ça se compare totalement. C'était une excellente école de formation. Il a été député européen, député sur le plan national, et à l'heure actuelle, consultant pour la Russie et professeur d'université en France et en Russie. Et vous appartenez aussi au groupe Valdai. Donc ceux qui s'intéressent à la Russie peuvent regarder notre site sur YouTube, Cercle Aréopage, il y a beaucoup de choses sur la Russie. Donc ce soir, il va parler à nouveau, c'est la deuxième fois, sur Poutine. Et il est peut-être important de considérer le personnage alors que les données géopolitiques ont fondamentalement changé. Vous avez d'un côté en Amérique quelqu'un qui apparemment est un pragmatique, qui a renoncé apparemment à cette idéologie mortifère des néoconservateurs, et il faut attendre, il faut être patient, on ne pourrait que souhaiter qu'il supprime l'OTAN. Poutine, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? La Russie était à l'encan il y a quelques années, crise économique, crise démographique, et tous les oligarques que l'immonde nous présente comme des bons démocrates avaient mis la Russie, en plus qu'ils appartenaient à une certaine tribu de laquelle il faut dire que du bien. Ah oui, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont plus égaux que les autres en démocratie. Il a réussi à les mettre au pas, et il y a des gens qui sont un peu scandalisés en disant mais non, ils n'ont pas tous été supprimés. Mais je pense que Poutine a été très clair, il peut faire des affaires, mais surtout pas s'occuper de politique. Qu'est-ce qui est intéressant à voir ? Que Poutine, c'est comme le disait dans votre préface de votre livre, Philippe de Villiers, c'est certainement le seul chef d'État authentiquement chrétien dans le monde. Et peut-être le prince de Liechtenstein, mais enfin, ça pèse pas un grand poids sur le plan géopolitique. Il a réussi, grâce à l'appui de l'armée, à donner une ossature au pays, et grâce aussi à la vieille idée russe, ou byzantine plutôt, de la symphonie des pouvoirs, s'appuyer sur l'Église pour redresser, et on le voit très bien en quelques années, la démographie, la moralité publique. On est loin des turpitudes que l'on peut voir en Europe subventionnées par Soros et compagnie. Et on peut constater le rôle géopolitique majeur qu'il a joué tout récemment en Syrie. Ça m'arrive au moins une fois par mois de rencontrer Monseigneur Jean Bart, l'archevêque d'Alep. Et l'archevêque d'Alep se réjouit, en tant que chrétien, de l'aide russe. Et on est très loin des inepties qu'on peut entendre sous nos radios, ou même sur Radio Vatican. Hélas, c'est pas risible, c'est triste. À vous, cher ami. J'ai peut-être déjà trop parlé. Alors, à la fin de la conférence, vous viendrez voir monsieur Yvan Blot. Il pourra vous dédicacer son livre sur Poutine. Et je vous conseille, en complément du livre sur Poutine, de lire un livre que vous devez connaître, d'un journaliste allemand, publié aux éditions des Cirques, sur Poutine, qui est une biographie très intéressante. Et ensuite, Alexandre Latsa, Le printemps russe,
qui est une mine d'informations. À vous, cher ami. Bien, merci, frère Thierry, pour cet accueil chaleureux et sympathique. Ça me fait toujours très plaisir de retrouver nos amis ici, au parloir. Mon livre, en fait, portait, comme vous le savez sans doute, sur la Russie de Poutine, c'est-à-dire plutôt sur la Russie, en réalité. Je parlais beaucoup plus de la Russie que de Poutine. Enfin, les deux sont liés, bien entendu. Donc ce soir, frère Thierry m'a demandé de reparler de Poutine, mais plutôt de Poutine. Donc je vais insister plus sur l'homme lui-même que sur la Russie. Il se trouve qu'entre-temps, certaines choses ont évolué. Et notamment, je crois que c'est ce qui a donné l'idée à frère Thierry de m'inviter à nouveau, c'est que, figurez-vous que j'ai rencontré personnellement Poutine, enfin quand je dis rencontré, c'est pas simplement croisé, je l'avais croisé déjà plusieurs fois dans différentes cérémonies et au club de Valdaï dont on est membre, parce que le club de Valdaï est un club de réflexion géopolitique internationale qui a été créé par Poutine. Je suis membre du club et Poutine vient toujours une journée participer à nos travaux. Le club de Valdaï sera réuni fin octobre, ça dure une semaine et il y a une journée où Poutine est là. Voilà. Et à la dernière réunion du club de Valdaï, donc il a fait son discours comme d'habitude, et il a répondu aux questions, et puis après il a commencé à quitter la scène. Et je me suis retrouvé le hasard a fait que je me suis retrouvé finalement face à lui. Et alors là on a commencé à parler, alors j'ai commencé à lui parler en russe, mais mon russe, je ne fais que commencer, I начинаю говорить по-русски. Donc, je peux dire quelques mots, mais je ne peux pas tenir une conférence entière. Et donc, au bout d'un moment, je lui dis, excuse me, President, est-ce qu'on peut continuer en anglais parce que mon russe n'est pas très bon. Et il me dit, ah bah vous savez, moi mon anglais n'est pas bon non plus, mais j'ai un interprète. Alors je lui dis, ou alors, je sais pas, on peut peut-être parler en allemand. Il me dit, bah bien sûr, en allemand, je parle l'allemand comme le russe. Je dis, ah bah ça tombe bien, parce que moi je parle l'allemand comme le français, vraiment. Et tous les deux, on s'est mis à parler, c'était assez... Alors ça a étonné beaucoup l'entourage, parce que dans l'entourage, il y avait plein de gens qui étaient autour de nous, qui pour beaucoup ne parlaient pas l'allemand. Ils se sont demandé, mais qu'est-ce qu'il raconte ce français à notre président? Et on a parlé en allemand pendant une demi-heure. Je lui ai parlé de l'évolution de l'opinion publique en Occident, de la rupture entre les élites et la population, rupture croissante, du fait qu'il y avait aussi des évolutions dans les générations, que souvent en France, les générations anciennes étaient un peu méfiantes à l'égard de la Russie parce qu'il y avait le souvenir de l'Union soviétique, mais que les jeunes, évidemment, voyaient les choses différemment. Donc on parle de ça, de ces questions d'opinion publique. On a parlé un peu de Hollande. Alors vous savez, il a beaucoup d'humour, hein, Poutine. Un humour un peu glacial, mais il a réellement de l'humour. Et sur le moment, il m'a piégé parce qu'à un moment, il se penche vers moi et puis il me fait « Mais vous savez que j'ai à titre strictement personnel beaucoup d'amitié pour votre président Hollande. » Bon, évidemment c'était une blague, puisque un mois avant, Poutine avait renoncé à venir à Paris, il devait venir inaugurer le centre culturel russe et la cathédrale, et l'Élysée avait été tellement odieux qu'il avait renoncé à ce déplacement. Bon, là je pense que ça sera difficile d'avoir de plus mauvaises relations qu'avec Hollande, donc quel que soit le nouveau président qui viendra, probablement que les choses vont s'arranger. Bon, entre-temps, il y a eu aussi l'élection de Trump. Mais ce n'était pas arrivé, bien sûr, quand j'ai rencontré Vladimir Poutine. Et alors, ce qui est amusant, c'est la fin de l'entretien, parce que donc on parle une demi-heure en allemand, et puis à la fin, brusquement, il me fait un grand sourire, il me tend la main pour la serrer, et il me fait « Merci beaucoup, monsieur », en français. Alors je dis « Ah, vous cachez bien votre jeu ». Alors il a éclaté de rire. Et en fait, c'est la première fois que je parle avec quelqu'un en 4 langues, finalement, parce qu'on a commencé en russe, ensuite en anglais, ensuite en allemand, alors c'était le gros morceau, et puis on a fini en français, voilà. Donc c'est assez singulier. Alors quelle impression j'ai eue, parce que souvent on me demande ça, on me dit, bah, dis donc, toi qui as eu la chance de discuter avec Poutine, de le rencontrer, qu'est-ce qu'il faut penser de lui? Alors je lui dis, tu sais, d'abord j'ai pas beaucoup discuté avec lui, il faut bien reconnaître, hein, une demi-heure c'est pas beaucoup. Et puis simplement 2 impressions comme ça, vraiment intuitives, hein. Ce qui m'a frappé, j'ai eu l'impression de 2 choses essentiellement. D'abord d'un homme qui avait un contrôle de lui-même vraiment exceptionnel, tout à fait exceptionnel, mais ça se sent à travers le personnage. Une maîtrise de lui-même, alors c'est sans doute la pratique aussi des sports de combat en partie, hein, mais enfin en tout cas c'est frappant, mais suffisamment pour qu'on le sente comme ça. Et la deuxième chose qui m'a beaucoup frappé chez lui, et je ne suis pas le seul à le dire d'ailleurs, c'est qu'il vous écoute vraiment.
C'est-à-dire, vous savez, quand vous rencontrez des chefs d'État, des ministres importants, etc., ils vous écoutent parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, mais enfin, on voit bien qu'ils ont un peu la tête ailleurs, ils ne vous écoutent pas toujours beaucoup. Alors que lui, vraiment, oui, il se concentre sur son interlocuteur, il a un respect énorme pour la personne qui est en face de lui et qui lui parle. Bon, c'est pas si fréquent que ça chez les hommes politiques, et par les hommes politiques, je les connais quand même bien, je l'ai été moi-même. Et ça m'a beaucoup frappé. C'est les deux choses que je dirais. Je m'abstiendrai sur le reste parce que je ne le connais quand même pas suffisamment. Mais quelqu'un qui l'a rencontré beaucoup plus longtemps que moi, qui est Philippe de Villiers, m'a raconté l'histoire suivante. Il m'a dit, tu sais, j'ai vu Poutine pour parler du Puy du Fou, hein, puisque le Puy du Fou intéresse énormément Poutine. Il voudrait faire l'équivalent en Russie. Bon. C'est pas commencé? Non, non, le projet est complètement gelé, je dirais, mais ça va peut-être se dégeler. Mais pour l'instant, il est gelé à cause des banques et à cause des sanctions occidentales. C'est-à-dire qu'aucune banque ne veut prêter de l'argent à Philippe de Villiers pour construire ça. Et Philippe de Villiers, sans cet argent, il ne peut pas le faire. Bon. Et quant aux banques russes, ben, elles ne peuvent pas communiquer avec les banques françaises. Enfin, tout est complètement gelé à cause des sanctions. C'est les sanctions qui bloquent tout. Donc pour l'instant, on en est là. Et alors, simplement, il me dit, tu sais, j'ai vu Poutine 1 heure à peu près. Au début, j'avais l'impression d'avoir en face de moi le président de la Russie. Je lui dis, bah oui, ça c'est logique, évidemment. Il me dit, oui, mais ce qui est beaucoup moins logique, ce qui est plus étrange, c'est au bout d'1 heure, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un d'autre en face de moi. Je lui dis, ah bon, bah, c'est intéressant, ça. Comment ça, quelqu'un d'autre? Il me dit, bah si. J'ai eu l'impression d'avoir un très grand défenseur de l'Occident chrétien. Je dis, ah bon? Il dit, ah oui, vraiment, c'est vraiment la conviction que j'ai eue à la suite d'un assez long entretien que j'ai eu avec lui. Alors, ça va recouper certaines réflexions que je vais vous faire maintenant. Alors, Vladimir Poutine, donc, quelques données que vous connaissez peut-être déjà, mais enfin de biographie. Il faut bien commencer par là. Donc, il est né le 7 octobre 1952 à Leningrad. Il est le 3e fils de sa famille. Les deux sont morts dans leur jeunesse, donc, et donc il s'est retrouvé, si je puis dire, fils aîné. Il a une famille, bon, de gens assez modestes en définitive. Ils habitaient dans un 2 pièces à Leningrad. Il a eu un grand-père qui est plus connu, qui est le personnage le plus connu de sa famille, tout simplement parce que c'était le cuisinier de Staline. Bon, c'est assez spécial, mais enfin pourquoi pas. Bon. Et alors, Poutine, donc, très jeune, rêve d'être un espion pour servir sa patrie, parce qu'il avait vu des films notamment qui montraient ce genre de personnage, et ça le tentait beaucoup. Il était un peu un gamin des rues, il le dit lui-même d'ailleurs, se bagarrait avec les autres, etc. Et il dit, si je ne suis pas tombé dans la délinquance, c'est grâce au sport de combat. Et il a fait beaucoup de sports de combat, il est devenu même le champion de Leningrad dans une discipline qui est le sambo. Et donc peu à peu, il est un peu rentré dans le rang, et il a fait donc des études de droit à l'université de Saint-Pétersbourg. Il a étudié le droit, la philosophie du droit, et ensuite, il a essayé de voir comment il pourrait faire pour essayer d'entrer dans les services secrets russes, car c'était son grand souci, son grand désir. Finalement, il a réussi à se faire recruter. Il a donc travaillé au FSB. Il est parti en Allemagne. On l'a envoyé en Allemagne près d'une dizaine d'années. C'est pour ça qu'il parle allemand si bien, d'ailleurs. Et je ne sais pas exactement, personne ne sait exactement ce qu'il a fait en Allemagne. Alors, au début, les journalistes qui sont toujours désagréables disent que c'est un petit fonctionnaire sans intérêt, parce que dès qu'on peut dire quelque chose de désagréable sur lui, évidemment, ça passe. Bon, en fait, mais moi-même d'ailleurs, je me suis dit, après tout, c'est très possible qu'au début, il a eu des postes très modestes, et puis il était coincé dans ces postes-là, il ne pouvait pas faire grand-chose d'autre, c'était un peu l'impression que j'avais. Et puis j'ai découvert plus récemment que c'est probablement un peu différent. Il avait certes un poste assez modeste, d'ailleurs il avait un grade dans l'armée qui était assez modeste à l'époque, il était encore très jeune, mais il a été décoré. Il a eu une décoration extrêmement importante, le nom de la décoration maintenant m'échappe, c'est une décoration en or, qui lui a été décernée par les services secrets d'Allemagne de l'Est. Il paraît que cette décoration l'a donnée très très peu, et surtout à des étrangers. Et Merkel travaillait pour lui. Il dit en blaguant que Merkel travaillait pour lui. Ouais. Merkel était effectivement plus ou moins à la Stasi. Et on pense même que sa soumission aux Américains vient de là, parce que les Américains ont le dossier Merkel, bien sûr. Et alors, donc, mais il paraît que cette décoration, on ne l'a donnée qu'à des gens qui avaient quand même des mérites qui sortaient un peu de l'ordinaire. Donc déjà à l'époque,
il devait sûrement avoir montré ses qualités professionnelles. Et puis ensuite, il rentre à Leningrad, là, Leningrad, qui devient Saint-Pétersbourg entre-temps, puisque l'Union soviétique s'est effondrée. Et il passe un doctorat de sciences économiques. Alors, c'est pas inintéressant d'ailleurs, parce qu'il a fait une thèse sur le port, enfin les coûts et les avantages de gros investissements sur le port de Leningrad en matière de construction d'un port minéralier notamment. Alors ce qui est bizarre, et ça m'échappe un peu, c'est que la thèse de doctorat de Poutine, personne ne peut la consulter. Elle est sous-scellée. Je ne sais pas, mais je ne sais pas du tout pourquoi. Mais on a une confidence simplement d'un des membres du jury qui a dit qu'il avait fait une thèse particulièrement brillante. Bon, ce membre du jury, donc, qui s'appelle Mednikov, a ajouté une chose. Il a dit c'est la thèse d'un étudiant qui était convaincu par les bienfaits de l'économie de marché. Et ça, effectivement, ça converge avec d'autres informations qu'on a sur l'équipe de Saint-Pétersbourg, puisque tout autour de Poutine devient assez vite le maire adjoint de Saint-Pétersbourg, chargé des affaires internationales, qui sont des affaires économiques essentiellement. Il est sous la tutelle de son professeur d'université, qui est en même temps le maire, qui est Sobchak. Et Sobchak, c'est effectivement un des politiciens qui apparaît au moment de l'effondrement de l'Union soviétique et qui est connu pour ses idées très libérales, enfin très libérales surtout en économie. Donc, c'est l'école de Poutine, quoi. C'est l'école de Sobchak. Et on va retrouver ça dans toute une série de décisions qu'il prendra par la suite, effectivement, sur lesquelles on n'insiste jamais en Europe, parce que si on insistait là-dessus, ça donnerait peut-être une opinion pas trop mauvaise de lui, et on ne veut pas donner une bonne opinion de lui. Donc on ne le dit pas. Mais en fait, c'est vrai que la façon dont, j'y reviendrai tout à l'heure, la façon dont il a géré l'économie russe, tout en acceptant évidemment une intervention importante de l'État, notamment dans tous les domaines qui touchent à la stratégie et à l'indépendance industrielle de la Russie. Mais pour le reste, il a fait toujours des choix plutôt assez libéraux, pas par, je dirais, idéologie, c'est pas du tout ça, par pragmatisme, plutôt un peu comme Trump, c'est un pragmatique aussi, et persuadé que ça donnerait de meilleurs résultats. Par exemple, lorsque le rouble s'est effondré, au moment où le prix du pétrole s'est effondré, beaucoup de ses conseillers lui demandaient de mettre en place un contrôle d'échange. Et pour lui, c'était une régression terrible. Il ne fallait surtout pas s'engager dans c'était une voie de facilité, en quelque sorte. Il a refusé de le faire. Bon, et le rouble a baissé, puis à un moment, il a fini par arrêter de baisser. Maintenant, il remonte. Bon, ça, c'est un choix quand même. Il aurait pu faire un choix différent. Évidemment, il a fait ce choix-là. J'ai appris depuis que la fameuse flat tax, pour parler français, la taxe à taux unique, si vous voulez, qui sert d'impôt sur le revenu en Russie, c'est une décision personnelle de Poutine de l'an 2000, c'est-à-dire pratiquement dès qu'il est président. Vous savez que cette taxe a été lancée par un certain nombre de prix Nobel d'économie, disant que c'était la meilleure taxe sur le revenu qu'on pouvait faire, parce que c'est une taxe où il y a un seul taux. C'est-à-dire que vous ayez des petits salaires ou des gros salaires, vous payez toujours le même taux. Voilà. Alors, c'est pas pour faire de la démagogie avec les riches, c'est pas ça le but, c'est essentiellement pour que les gens plus riches, effectivement, puissent investir massivement ensuite dans l'industrie, et se constituer rapidement des fortunes. Et ça ne peut pas se faire si vous avez un impôt sur le revenu écrasant, évidemment. Et donc, il a fait ce choix. Bon, il a fait ce choix, et apparemment, ça a donné très bons résultats pour la Russie. J'y reviendrai tout à l'heure, puisque l'économie russe, sous Poutine, a connu une croissance absolument, qu'on peut dire, extraordinaire, presque à la chinoise, avec un triplement du produit intérieur brut, quand même, en 10 ans. Bon, ce qui est quand même vraiment exceptionnel. Bon, je ne dis pas que c'est dû uniquement à la flat tax, bien sûr, mais l'économie russe est connue, même par les Américains qui ne sont pas habitués à en dire du bien. Les Américains reconnaissent, les grandes fondations américaines disent la Russie est un pays dont l'économie est plutôt libérale dans l'ensemble. C'est un mixte en fait, il y a aussi l'État, mais c'est un mixte. Mais elle est plutôt libérale dans deux domaines qui sont quand même essentiels. C'est d'une part les impôts qui sont très bas, les impôts, les charges, etc., qui pèsent sur les entreprises qui sont très bas par rapport à la France singulièrement. On est autour de 35% de prélèvement, en France on est à 50%, bon, c'est quand même très différent. Et puis le deuxième domaine aussi où l'économie russe fonctionne de cette façon, c'est le domaine du droit du travail, c'est-à-dire qu'on peut très facilement licencier les gens. Vous allez me dire c'est antisocial, mais en fait c'est le contraire, c'est-à-dire comme beaucoup d'économistes l'ont prouvé, quand on peut licencier facilement, on embauche facilement, parce qu'on sait qu'on pourra débaucher, tandis que comme en France par exemple, où il est très difficile de licencier des gens,
les entrepreneurs ne veulent jamais embaucher ou ils veulent embaucher le plus tard possible pour ne pas ensuite être coincés en ne pouvant pas se débarrasser du personnel s'il y en a trop. Le résultat, c'est qu'en France, vous avez quand même 12% de chômeurs, c'est quand même pas mal. Et pour les jeunes de moins de 25 ans, c'est une vraie catastrophe puisque nous avons maintenant un quart de chômeurs en France. Bon, c'est quand même... Bon, en Russie, pas du tout. Il y a un chômage zéro à Moscou et 3-4% peut-être dans le reste du pays. Enfin, c'est extrêmement faible. Et c'est dû en partie, pas uniquement, mais en partie aussi à ce droit du travail. Donc Poutine, si vous voulez, qu'est-ce qu'il faut retirer de lui quand il est maire adjoint de Leningrad? C'est son apprentissage de l'économie moderne, je dirais, et de l'importance des libertés économiques, même s'il faut garder bien sûr quelques réglementations. Alors, ça c'est donc un point important de sa carrière. Alors ensuite, après avoir été chez Sobchak, il va être appelé à Moscou par quelqu'un qu'on a oublié un peu depuis, qui va demander à Poutine de travailler avec Yeltsin. Et il s'appelle Borodine, comme le musicien. Et ce Borodine demande donc à Poutine de venir travailler avec Yeltsin, et donc il se retrouve à l'administration présidentielle. Il a un poste qui n'est pas inintéressant, il a un poste qui est le contrôle notamment de toutes les administrations territoriales. Et je reviendrai tout à l'heure parce qu'une des préoccupations de Poutine, à juste titre, c'est de se méfier de l'administration. Il a une méfiance très très forte à l'égard de l'administration, centrale comme locale d'ailleurs, parce qu'il sait qu'il y a beaucoup de corruption, il sait que les administrations n'appliquent pas forcément du tout les décrets présidentiels de façon convenable, donc il se méfie de ce qu'on appelle en France la technocratie, alors que chez nous les hommes politiques sont plutôt à plat ventre devant la technocratie, pour une raison d'ailleurs très simple, c'est que la plupart de nos hommes politiques sont eux-mêmes des hauts fonctionnaires, donc ils ne peuvent pas s'empêcher de penser que les hauts fonctionnaires ont toujours raison. Et là, je pourrais vous raconter de bien nombreuses anecdotes sur ce que j'ai vécu quand j'étais député. J'en raconterai quand même juste une pour vous montrer, mais c'est très typique de la France. Et chez Poutine, c'est pas comme ça. C'est un jour, je suis député donc du Pas-de-Calais, je reçois une convocation de Juppé, qui était ministre du budget à l'époque, et qui invite une dizaine de députés à sa table pour discuter de la réforme fiscale. Alors on va au Louvre, et là, Juppé nous dit, voilà, on voudrait faire une réforme fiscale, mais je voudrais pas avoir que le point de vue de l'administration, je voudrais aussi avoir le point de vue de députés qui rencontrent des gens de toutes sortes, pour avoir un point de vue un peu plus large. Alors on va faire le tour de table, et puis toutes les idées qui vous viennent par la tête de réforme fiscale, vous le dites. On va tout noter, j'ai mon fonctionnaire à côté de moi, mon conseiller qui s'appelle Suède, l'inspecteur des finances, et il va tout noter, et sur les propositions que vous ferez, on en retiendra 2 ou 3, parce qu'on ne peut pas tout faire en une année, mais 2-3 réformes fiscales importantes qu'on fera et qui pourront peut-être plaire à nos compatriotes. Alors, très bien, on fait le tour de la table, 40 propositions, ce qui est pas mal, on ne s'attendait pas à ce qu'il y en ait autant, et Juppé lit la liste des 40 propositions en disant c'est formidable, on a 40 propositions, alors mon cher ami il se tourne vers son conseiller, est-ce que vous voyez 3 propositions qu'on pourrait adopter? Et le conseiller lui répond, non monsieur le ministre, je suis désolé, on ne peut pas en prendre une seule. Il dit, vous rigolez, sur 40 propositions des députés, vous ne pouvez pas en prendre une seule? Ah non, parce qu'elles vont toutes contre la doctrine de la Direction Générale des Impôts. Nous avons fixé une doctrine depuis plusieurs années, on y tient beaucoup, et dès que quelque chose n'est pas dans le cadre de notre doctrine, il n'est pas question de le faire. Alors Juppé est un peu interloqué, tout le monde se regarde, et Juppé dit, bah écoutez, c'est une réaction de technicien, je la respecte, mais dans 8 jours, vous allez réfléchir à tout ça, et je suis sûr que vous me proposerez 2-3 réformes à faire sur les 40. Et le type répond, mais sur un ton agressif, certainement pas, monsieur le ministre. Alors là, on est tous un peu sidérés, il va se faire engueuler, on pense ça. Bah non, pas du tout. Juppé se lève et il dit, je suis désolé, j'ai une autre réunion, il faut que je m'en aille. Alors il se lève et je me précipite vers lui, et je lui dis, dis donc Alain, ton conseiller est quand même d'une arrogance assez extraordinaire, j'espère que tu ne vas pas le suivre. Il me dit, ah, s'il y a quelqu'un qui n'a pas le droit de me dire ça, c'est toi. Je dis, moi, mais pourquoi? Parce que toi, tu as fait l'ENA. Et les autres députés, tu comprends, ils n'ont jamais fait l'ENA. C'est des crétins, ils comprennent rien, ils ne savent pas comment marche l'État, c'est des pauvres types. Je les ai invités parce qu'il fallait bien faire comme ça. Bon. Mais toi, c'est différent, toi, tu as fait l'ENA. Donc toi, on peut parler sérieusement avec toi parce que tu connais le fonctionnement interne de l'administration. Vous voyez le mépris déjà à l'égard des gens qui ne sont pas fonctionnaires. Hein. Bon. Là, il s'agissait des députés, en l'occurrence. Il me dit, donc toi, tu peux comprendre. Mais justement, tu n'as pas le droit de me poser cette remarque, qui est très malvenue, parce que tu sais très bien que si je n'en passe pas par toutes les volontés de la Direction Générale des Impôts, je ne piloterai plus aucune manette dans ce ministère. Et là-dessus, il s'en va. Alors moi, je suis resté assez sidéré, en disant décidément, je savais bien que la haute administration dirigeait la France, mais à ce point-là, pour que le ministre capitule à ce point-là,
quand même, c'est un peu fort. Alors en contrepoint, je vous dis tout de suite en quelques mots, une histoire qu'on m'a racontée sur Pinet, alors c'était bien avant, c'était sous De Gaulle. Pinet est ministre des Finances, et il présente au directeur du ministère des Finances les réformes à faire. Et les directeurs du ministère des Finances disent, monsieur le ministre, c'est impossible. C'est impossible. Techniquement, tout ce que vous proposez ne tient pas debout, c'est impossible. Donc on lui fait le même coup en quelque sorte. Et Pinet répond, bah, écoutez messieurs, moi j'ai un programme à accomplir, hein, on a été élus pour ça. Puisque c'est impossible, je ne vais pas vous demander de faire l'impossible, je vous respecte trop pour ça messieurs. Donc c'est très simple, demain, plus aucun de vous ne sera directeur au ministère des Finances. Je vais nommer d'autres directeurs qui, eux, penseront sans doute que c'est possible. Et à ce moment-là, tous les directeurs protestent. Mais c'est un malentendu épouvantable, épouvantable, monsieur le ministre, on n'a jamais dit qu'on ne voulait pas vous obéir, etc. Mais bien entendu, mais... Et puis finalement, il n'en a pas viré un seul. Ils ont tous obéi et ils ont fait la politique qu'ils voulaient. Ah, voilà. Et là, on avait affaire à un vrai chef, mais Pinet n'avait jamais été fonctionnaire. Donc il n'avait pas le préjugé qu'avait Juppé, que les fonctionnaires ont toujours raison. Parce que Juppé, en fait, s'il se soumettait à ses collègues, c'est parce qu'il en fait partie. Et il pense que c'est eux qui tiennent la science et que tous les autres sont des imbéciles, évidemment. Voilà. Alors, bon, j'ai raconté ça nous sort du sujet, si vous voulez, mais c'est pour montrer, Poutine, c'est exactement le contraire. Il se méfie énormément de la haute fonction publique russe et il se méfie énormément même de sa propre majorité. Parce qu'il pense que sa propre majorité, comme les hauts fonctionnaires, vont faire un écran entre lui et le peuple. Et la grande préoccupation qu'il a, c'est d'être justement au service du peuple et de garder le contact. Donc, sa façon de gouverner, alors c'est... Premier point, je vais traiter 3 points en gros. C'est le système politique poutinien, finalement, sa façon de gouverner. Ensuite, ses réformes économiques et sociales. Pas en entier, mais enfin, je parlerai en gros de quelques grandes lignes. Et ensuite, la politique, disons, de Poutine en matière de culturelle et à l'égard des traditions, d'une façon générale, parce que pour lui, c'est un thème absolument important. Puis je terminerai par quelques mots de politique étrangère. Voilà. Alors d'abord, la politique intérieure, donc alors on dit toujours, Poutine, il a rétabli la verticale du pouvoir, c'est ce que vous lisez dans les journaux, il a rétabli la verticale du pouvoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a mis, il a cassé le pouvoir des oligarques financiers qui dirigeaient à l'époque de Yeltsin. Et il les a tellement cassés qu'il en a mis un certain nombre en prison, il en a mis d'autres, enfin il les a mis dans des situations telles que plusieurs se sont réfugiés à l'étranger, les plus célèbres étant M. Berezovsky, qui depuis s'est suicidé en Angleterre, et M. Goussinski, bon, qui sont partis parce qu'ils avaient peur de Poutine, en fait, et parce qu'ils avaient beaucoup de choses à se reprocher, il faut dire aussi. Il y a eu Khodorkovsky, qui a été longtemps en prison aussi, et donc il les a obligés de changer d'attitude, de respecter les intérêts du pays. Et donc il a rétabli la hiérarchie, c'est-à-dire c'est le pouvoir politique qui commande et les industriels, quand le pouvoir politique s'exprime, les industriels ont le droit de continuer leurs affaires bien entendu, mais il faut qu'ils respectent l'autorité centrale du président. Donc ça c'est une première oligarchie qu'il a cassée. Mais il s'est attaqué à d'autres oligarchies. Alors une autre oligarchie qu'on ne présente pas en Occident comme une oligarchie d'habitude, mais qui est pourtant en est une, c'est l'oligarchie de toutes les associations, vous savez, culturelles, morales, etc., qui prétendent diriger la politique d'un pays. En France, on en sait quelque chose. Toutes sortes d'associations, hein, ça peut aller de la franc-maçonnerie jusqu'à, je sais pas, des associations antiracistes, par exemple, professionnelles ou d'autres, ou le lobby homosexuel, etc. Et là, la Douma, mais sur l'instigation, avec l'accord de Poutine, bien sûr, a fait voter des lois qui encadrent toutes ces associations, et qui notamment ont obligé toutes les associations tenant leur argent de l'étranger de s'inscrire comme associations travaillant pour des intérêts étrangers. Alors ça fait un scandale terrible, mais il y a beaucoup d'associations là-bas qui sont financées par les États-Unis, financées par Soros notamment, qui avaient pour but d'essayer de miner la société russe, d'essayer de casser le système de l'intérieur, mais enfin, la Russie c'est pas l'Ukraine, hein, donc ce qu'ils ont réussi en Ukraine, évidemment, en Russie ils n'y sont pas arrivés, mais en tout cas toutes ces associations ont été obligées de s'enregistrer, plusieurs ont été fermées, en Occident, tout le monde a protesté, mais enfin ça n'a rien changé évidemment. Parmi ces associations, il y avait notamment les associations d'homosexuels. Alors il a fait prendre une loi qui interdit la propagande homosexuelle auprès des moins de 18 ans.
Alors ça a été présenté en Occident comme une loi qui interdit l'homosexualité. Bon, comme ça peut être le cas en Arabie Saoudite, bon, ce qui est absurde évidemment. D'abord, ça n'a pas beaucoup de sens de vouloir interdire l'homosexualité. Et en fait, les adultes ils font ce qu'ils veulent. Donc Poutine n'a pas fait une loi pour condamner pénalement les adultes homosexuels, mais simplement il a dit qu'il ne faut pas qu'ils s'en prennent aux enfants, il ne faut pas qu'ils s'en prennent aux adolescents. Et donc il y a un certain nombre de règles qui ont été posées, mais qui ont déplu évidemment aux gens concernés. Donc voilà une deuxième oligarchie, les oligarchies de toutes les associations dites morales ou autres, qui veulent imposer leurs lois alors qu'elles ne sont pas du tout majoritaires dans le pays. Parce qu'il faudrait encore savoir qu'est-ce que c'est qu'une démocratie. Une démocratie, c'est le pouvoir de la majorité en principe. Mais chez nous, non, apparemment, c'est pas le cas. Si la majorité n'est pas de gauche, bien sûr. Et alors, je me souviens d'une réflexion qu'a fait le maire de Moscou, qui est un ami de Poutine, le maire actuel, Sobyanin. Il a reçu des délégations d'associations d'homosexuels qui ont dit on veut faire une gay parade, comme il y en a une à Londres, comme il y en a une à Paris, etc. Et Sobyanin leur a répondu, même si je voulais le faire pour vous faire plaisir, je ne pourrais pas, pour 2 raisons. Alors, ils ont dit, ah bon, mais c'est quoi ces 2 raisons? La première raison, c'est d'abord que je suis élu par le peuple. Je connais les sentiments des Russes, c'est même pas la peine de faire un référendum, je connais les sentiments des habitants de Moscou, 95% d'entre eux ne veulent pas de votre gay parade. Donc je ne vais pas leur imposer, n'est-ce pas, une parade qui va vous satisfaire peut-être avec une minorité de gens, contre l'immense majorité de la population. Ça pourrait même créer des troubles à l'ordre public, etc. Donc, en tant que démocrate, maire élu par une majorité, j'applique la politique de la majorité, il n'est pas question qu'on fasse ça. Alors les types, ils n'avaient plus beaucoup d'arguments, évidemment, parce qu'ils ne pouvaient pas nier que c'était une décision, je dirais, démocratique, entre guillemets, qui aille dans le sens de la majorité des gens. Et puis il m'a dit, puis il y a une autre raison, alors là qui est différente de celle peut-être de pas une décision démocratique en soi, mais c'est parce que vous savez en Russie il y a des institutions qui ont un poids historique considérable, qui ont participé à l'élaboration de l'identité de la Russie, et ces institutions doivent être respectées. Et je ne peux pas organiser une gay parade dans Moscou contre la volonté du patriarche de toutes les Russies. J'ai trop de respect pour sa sainteté le patriarche pour faire une chose pareille. Et donc c'est totalement exclu. Donc voilà les 2 raisons. La première est une raison, je dirais, démocratique, respecter la majorité du peuple. Et la deuxième raison, c'est le respect de toute une tradition orthodoxe russe qui fait partie de notre culture d'ensemble et qu'il n'est pas question de bafouer. Voilà, donc voilà pour ces associations. Alors ensuite, et ça c'est pas du tout connu ici en général, Poutine a décidé de s'attaquer à sa propre majorité, je dirais, et aux hauts fonctionnaires. Alors, sa propre majorité, parce que la Douma, c'est-à-dire donc l'Assemblée nationale russe, qui était celle d'avant les élections de cet été, était composée de gens d'un certain âge, souvent, qui avaient été souvent des députés à l'époque de Yeltsin. Et pour certains d'entre eux, pas tous bien sûr, mais pour certains d'entre eux, c'était parfois d'une moralité, disons, financière notamment, assez discutable. Et donc, Poutine voulait se débarrasser de ces gens-là, de cette vieille génération, qui pour lui est un peu perdue, et avoir des gens plus clairs, et plus jeunes, et plus diversifiés professionnellement. Et alors, il a adopté une mesure, qui lui a été conseillée par un homme que je connais très bien, qui est Volodine. Volodine, c'était le secrétaire général adjoint de la présidence jusqu'à il y a quelques mois. Je le connais très bien, j'ai fait des réunions de travail avec lui sur la démocratie directe, parce que Volodine est très intéressé par les idées de démocratie directe, des référendums, comment faire en sorte pour que le président soit toujours en liaison avec le peuple. C'est une préoccupation permanente de Poutine et du Kremlin, ça, qu'on ne dit jamais ici, évidemment. Et alors, ils ont eu l'idée, avec Volodine, de créer des primaires, c'est à la mode ici en France maintenant, des primaires au sein du Parti Russie Unie, pour les élections législatives. C'est-à-dire que dans chaque circonscription de Russie, au lieu de nommer un candidat pour Russie Unie, comme on le faisait autrefois, nommé par la direction, on s'est dit, on va laisser les gens voter, primaire ouverte, donc tout le monde pourra voter, pour les différents candidats qui se présenteront pour devenir députés. Et puis on verra bien ce que ça donnera. C'est ce qu'on a vu. C'est que ces primaires ont lieu au mois de juillet dernier. À la suite de ces primaires, 50% des députés sortants ont été éliminés. Les gens n'en voulaient plus. Et donc ensuite, quand l'élection a eu lieu, évidemment, ça a renouvelé de moitié, si je puis dire, le Parlement russe. C'est-à-dire que la moitié des anciens députés ont été virés, purement et simplement, par le peuple.
Et on a mis des jeunes députés venant de toutes les catégories sociales professionnelles, parce que les anciens étaient souvent un peu comme en France des fonctionnaires. En France, il faut savoir que la moitié des députés, si ce n'est pas les 2 tiers, sont des fonctionnaires. Bon, pas très normal ça non plus. Il y a quand même d'autres professions en France. Et Poutine donc, voulait justement élargir la base professionnelle, il voulait surtout la rajeunir. Alors en France c'est pareil, hein, la moyenne d'âge des députés c'est 45-50 ans. En Russie maintenant, grâce à cette réforme qu'il a fait passer, la moyenne est plutôt près de 30 ans. On a énormément de jeunes députés, de jeunes parlementaires. Ça crée évidemment une ambiance différente et le système politique est beaucoup plus ouvert surtout sur la population que ne l'est le système français. Donc j'ai la faiblesse de penser que la République de Poutine est bien plus démocratique que la République française, où c'est toujours les mêmes qui sont réélus tout le temps, parce que, comme vous le savez, la règle des partis politiques français en général, c'est on redonne toujours l'investiture aux députés sortants. Le député sortant, jusqu'à ce qu'il meure, il est toujours systématiquement réinvesti, donc ce qui fait que vous avez toujours les mêmes, c'est tout le temps les mêmes que vous voyez, sont tous les noms que vous connaissez, hein, les Balkany, les Bayrou, etc. On n'en sort jamais, parce que le système est construit de telle façon qu'on ne puisse pas en sortir. Poutine, au contraire, c'est assez cruel ce qu'il a fait, parce qu'il a fait ça parmi ses propres partisans, hein, mais parce qu'il estimait qu'il fallait absolument ouvrir le système politique, et donc il l'a fait grâce à ce système de primaire. De même que c'est lui qui a décidé que désormais les gouverneurs, qui sont un peu l'équivalent, si on veut, de nos préfets de région, les gouverneurs ne seraient plus nommés par le Kremlin, ce qui était le cas jusqu'à présent, mais seraient élus par le peuple. Maintenant, il y a des élections, c'est comme si on faisait élire les préfets par le peuple. Bon. Puis après, on va donner des leçons de démocratie à la Russie, ça me fait un peu rigoler, parce que leur système est beaucoup plus ouvert que le nôtre en définitive, au désir de la population en tout cas. Donc ça a été pour modifier justement la composition de la classe politique. Mais il a créé un autre organisme. Alors, au début, j'ai pas très bien compris ce que c'est, et puis alors ils m'ont convoqué pour m'expliquer, parce qu'ils y tenaient beaucoup, et ils voulaient savoir mon sentiment. Effectivement, au début, j'étais un peu surpris. Ils ont créé un organisme, le Kremlin a créé un organisme, depuis plusieurs années maintenant, dont on ne parle jamais en France pratiquement, qui s'appelle l'ONF. Alors ça ne veut pas dire l'Office national des forêts, parce qu'un Français peut avoir cette réaction, mais non, ONF ça veut dire, enfin c'est du russe en fait, hein, ça veut dire le Front National de toute la Russie. Et alors, Radina Front, oui c'est ça, le Front National de toute la Russie. Et c'est un mouvement qui n'est pas un parti politique, qui ne présente pas de candidat en tant que tel, mais qui a des sections dans toutes les villes, dans tous les villages, dans toutes les entreprises, enfin partout, dans les syndicats professionnels. Et le but, alors à quoi ça sert, vous allez me dire? Bon, alors le but de ce mouvement, c'est de s'assurer que les décrets du président Poutine sont bien appliqués partout, qu'il n'y a pas de corruption, que l'administration ne fait pas obstacle aux souhaits de la présidence, et avec la possibilité pour les membres de ce front de dénoncer au Kremlin les mauvais comportements. Alors c'est vrai que si vous voulez, bon tout le monde n'est pas parfait hein, dans l'administration russe bien sûr, et vous avez des gouverneurs qui sont détestés de la population parfois, ou du moins on avait ça. On avait beaucoup de corruption quand même, pas mal de corruption, ça ne disparaît pas du jour au lendemain. Et il y a eu toute une série de plaintes et des gens qui ont été virés. Moi-même, je connais des maires russes qui ont été, qui se sont retrouvés devant les tribunaux et qui ont perdu leur poste de maire parce qu'ils ont été dénoncés par ce Front National pan-russe. Et les gens qui les avaient dénoncés, d'abord, savaient qu'ils ne risquaient rien parce qu'il y avait la présidence derrière eux. Parce que le président de ce Front National, c'est Poutine lui-même. Donc les gens n'hésitaient pas à parler, parce que sinon ils n'auraient jamais osé parler contre leur gouverneur, contre leur maire, etc. Donc ça a permis effectivement de clarifier la situation, de faire connaître les situations qui n'allaient pas, et ça a été un moyen qui n'est pas définitif, mais enfin c'était un des moyens parmi d'autres de lutte contre la corruption et contre la mauvaise administration. L'administration russe sait aujourd'hui qu'elle est sous surveillance de la population, et donc fait très attention à bien respecter les directives qui viennent du haut. Donc tout ça, vous voyez, la préoccupation c'est toujours la même, hein, c'est faire en sorte que le peuple et le président soient en interaction, en osmose, et que le président fasse bien les choses que le peuple souhaite, que le peuple puisse s'exprimer à l'égard du président, et éviter ces écrans que sont la haute administration, que sont les oligarchies parlementaires, éviter tous ces mots qui frappent les démocraties occidentales. On sait très bien qu'en Occident, on n'est pas du tout en démocratie, on est en oligarchie.
Il n'y a pas que Trump pour le dire. Trump, il dénonce l'Amérique en disant c'est pas du tout une démocratie. Avec moi, ça va devenir une démocratie, on va voir. Il dit mais jusqu'à présent, c'était une oligarchie, c'est Washington qui dirigeait, les gens n'avaient pas un mot à dire. Bon. Alors, cette préoccupation, on la retrouve donc en Russie, et donc elle est gérée un peu de la façon dont je viens de vous parler. Alors, ça c'est le premier point. Alors, la verticale du pouvoir... On a dit Poutine, c'est la verticale du pouvoir, donc c'est un pouvoir autoritaire. La verticale du pouvoir, oui, c'est-à-dire casser les oligarchies. C'est ça que ça veut dire en réalité, la verticale du pouvoir. Mais en réalité, il y a une préoccupation permanente de coller avec les souhaits du peuple russe. Et au début, les Russes me disaient souvent un truc que je ne comprenais pas. Ils me disaient, vous savez, Poutine, il est au centre. Alors au centre, moi je pensais Beyrouth, je me disais, je ne vois pas le rapport. Et puis, non, il est au centre, c'est-à-dire qu'il est au centre de la sociologie de la Russie. Vous avez des gens plus à droite que lui, des gens plus à gauche que lui. Lui, il est au centre, il est au milieu, et il satisfait les aspirations de l'immense majorité de la population. Dans ce sens-là, c'est vrai. On peut dire que c'est ça, effectivement. Et le résultat est là, d'ailleurs, il est là dans les sondages, c'est dans les résultats des élections. D'abord, aux élections de cet été, bien qu'on ait viré la moitié des sortants, le parti Russie Unie a quand même gagné la majorité absolue, qu'il avait déjà d'ailleurs. Donc le système s'est révélé parfaitement stable. Et ensuite, de l'autre côté, le système politique se traduit par des résultats de popularité extraordinaires pour le président de la Fédération de Russie. C'est-à-dire que Vladimir Poutine est approuvé par 96% de la population. Je sais bien que ces scores extraordinaires, qui sont même notés et étudiés par des centres d'études de l'opinion qui sont à Moscou, qui sont occidentaux, ou qui sont financés par l'Occident, en tout cas, ils sont complètement indépendants du Kremlin. Donc c'est pas les sondages du Kremlin, si je puis dire, c'est les sondages généraux qui sont faits un peu par tout le monde. Et vous pouvez tout à fait créer une société de sondage, si vous voulez, en Russie, même si vous n'êtes pas russe. Et donc, on a des résultats qui sont évidemment excellents pour le président. Alors, c'est dû en partie, ça c'est vrai, à la récupération de la Crimée, qui a été considérée comme un acte de haut patriotisme. Imaginez qu'en France, je ne sais pas, l'Alsace soit toujours allemande, brusquement un gouvernement arrive à récupérer l'Alsace, mais évidemment, il aurait 80% de gens pour lui, indépendamment de tout le reste du contexte. C'est un peu ce qui s'est passé. Donc, il y a la fibre patriotique qui a beaucoup joué, évidemment. En plus, il y a eu un référendum en Crimée, évidemment 90% de la population voulait redevenir russe. Donc, du point de vue de la démocratie, en tout cas, c'est quelque chose qui est difficile à contester. Mais c'est pas tout. Je veux dire, il y a d'autres raisons qui expliquent cette très haute popularité de Vladimir Poutine dans l'opinion, qui me font penser qu'en définitive, la démocratie russe est bien plus démocratique que la démocratie française. Parce que finalement, formellement, si vous voulez, les règles sont les mêmes. Formellement, je veux dire, c'est qu'il y a des référendums, il y a des élections pluralistes. Bon, si vous regardez la Constitution russe, elle est presque calquée sur la Constitution française. Elle a été faite avec l'aide de juristes français, d'ailleurs, à l'origine. Donc, c'est pas très différent. Mais sur le fond des politiques menées, la politique est menée par des gens qui sont en osmose avec le peuple. Alors que chez nous, c'est le contraire. C'est pour ça que Hollande n'a que 16% de soutien. C'est parce qu'on fait une politique qui n'est pas du tout ce que souhaitent les gens. Et comme le dit la définition de la démocratie dans la Constitution française, la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Donc il y a deux éléments, c'est par le peuple, donc ça veut dire que les gens sont élus, ou qu'il y a des référendums, bon. Et puis pour le peuple, ça veut dire que la politique qui est menée correspond à ce que souhaite le peuple. Bon, en Russie c'est le cas, chez nous c'est pas le cas. Donc on peut dire que finalement, sur le plan du fond, la Russie est plus démocratique que la France. Alors vous imaginez évidemment, ici, bon... je ne suis pas dans une ambiance trop hostile, mais enfin, il y a beaucoup d'endroits... Pourquoi s'il me regarde? C'est un pur hasard. Il y a beaucoup d'endroits où, évidemment, ça choque beaucoup. Mais cela dit, ça s'appuie quand même sur un certain nombre d'arguments. Alors, maintenant, je vais passer à la politique économique. Et d'ailleurs, c'est une des raisons qui explique aussi la popularité de Poutine. C'est que, si vous voulez, c'est pas tous les jours que vous avez un président... il règne pendant une dizaine d'années. 10 ans plus tard, la production du pays a triplé. C'est quand même tout à fait considérable. On a des indices, si vous voulez, et ça c'est des indices qui viennent du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, qui n'ont rien de poutinien, ça je peux vous assurer, ça n'a rien de russe ni de poutinien. Le produit intérieur brut de la Russie, en enlevant les variations monétaires qui faussent les choses, c'est 1,2 milliard de dollars en 1992. C'est sous Yeltsin,
En 1998, alors là on touche le fond, c'est la fin du régime Helsinki, on tombe à 900 milliards. Au lieu de 1200, on a 900 milliards. Ensuite, en l'an 2008, donc 10 ans plus tard, on est à 2300. En 2013, on est à 2600 milliards de dollars. Et donc, le produit intérieur brut de la Russie, mesuré par les Occidentaux, j'allais dire, mesuré par le Fonds monétaire international et par la Banque mondiale, actuellement, ce produit intérieur brut est à peu près le même que celui de l'Allemagne fédérale. Ce qu'aucun journal ne va vous dire. On va vous dire, oui, oh, ils sont au niveau de l'Italie, ils sont derrière la France. C'est une énorme plaisanterie. Ils sont à égalité, 5e du monde avec l'Allemagne. Mais ça sont les chiffres des institutions internationales elles-mêmes. Bon. D'ailleurs, si vous prenez d'autres indices, si vous n'avez pas confiance dans cet indice-là, vous avez d'autres indices qui sont utilisés par les économistes, notamment un indice qui est la production d'électricité. En général, la production d'électricité, ça représente assez bien, si vous voulez, le potentiel industriel d'un pays. L'électricité, bien sûr, ça sert à éclairer les immeubles, mais enfin, ça sert aussi beaucoup à l'industrie. Et là, si vous prenez cet indice-là, la Russie est 3e, derrière les États-Unis, bien sûr, et derrière la Chine, qui est devenue la première, d'ailleurs. Donc ça prouve bien que ce n'est pas un pays sous-développé. Non, parce que moi j'ai entendu parfois des trucs assez extraordinaires. Je me souviens d'un déjeuner à l'Assemblée nationale où il y avait le maire qui était là, qui faisait un exposé sur la politique mondiale en général. Et il parle de plein de pays, pas un mot sur la Russie. À la fin, je lui dis, mais je comprends pas, parce que je suis ancien parlementaire, hein, donc la tradition c'est de se tutoyer. Bruno, je comprends pas, tu as parlé de tas de pays, de la Chine, de l'Amérique, etc. C'était passionnant, mais pas un mot sur la Russie. Alors, qu'est-ce que tu en penses de la Russie? Et il me répond, oui, j'aurais pu aussi parler du Venezuela. Je me suis dit, ce type est un con, il a beau. Bon, d'accord, ok, hein, il a peut-être fait l'ENA, il a été ministre, etc. Mais me répondre de cette façon, c'est parce que c'est ce dogme qu'on trouve dans certains milieux, qui consiste à dire, la Russie, c'est une pompe à essence. Bon, bah, ils vendent de l'essence, ils vendent du pétrole, ils vendent du gaz, autrement, ils ne produisent strictement rien. C'est un pays complètement sous-développé. Alors, c'est ce qu'avait dit aussi un diplomate américain un jour, c'est un pays complètement sous-développé qui a des fusées nucléaires. Bon, rien que ça, déjà, c'est une phrase idiote, parce que je veux dire, si le pays a des fusées nucléaires, c'est qu'il n'est pas sous-développé. On ne construit pas des fusées nucléaires avec des bombes atomiques si on est complètement sous-développé, évidemment. Donc, effectivement, la Russie, aujourd'hui, a le premier potentiel nucléaire mondial, hein, je vous le signale au passage, parce que l'Amérique, pour des raisons financières notamment, a réduit un peu son potentiel. Et aujourd'hui, ils sont plutôt devant les Américains. Bon. Alors, tout ceci pour dire donc que la politique économique de Poutine a été un succès considérable. Alors il est vrai que depuis 3-4 ans, 2-3 ans disons, il y a eu d'abord une crise en 2008, mais ça c'est dans le monde entier, où la production russe en 2009 s'est affaissée. Et puis là ça a recommencé au moment des sanctions à peu près, mais c'est pas tellement les sanctions d'ailleurs qui ont produit ça, pas du tout même. Ce qui a produit ça, c'est la chute du prix du pétrole, la chute vertigineuse disons du prix du pétrole, parce qu'il est vrai que le pétrole et le gaz, c'est quand même une source d'exportation importante pour la Russie, c'est une source budgétaire très importante, ce qui leur permet d'avoir des impôts très bas aussi, ça c'est vrai, parce qu'ils taxent le pétrole et le gaz, comme ça on ne taxe pas les gens. Donc c'est évidemment tout bénéfice. Cela dit, maintenant le prix est en train de remonter, et il ne faut pas non plus exagérer la place du gaz et du pétrole dans l'économie russe, parce que j'ai lu une fois un truc délirant, disant que la Russie c'était à peu près l'équivalent de l'Arabie Saoudite. Mais en Arabie Saoudite, le pétrole et le gaz, c'est 50% du produit intérieur brut, au moins. Au moins. En Russie, c'est 18% à peu près. Hein. C'est-à-dire que tout le reste, c'est ni du gaz, ni du pétrole, mais c'est des productions. C'est-à-dire que la Russie produit quand même plein de choses. Bon, alors il y a des domaines où elle est plus forte que dans d'autres. Il y a des domaines où elle est faible. Par exemple, les voitures, par exemple, c'est un domaine plutôt de faiblesse. L'agriculture, c'est devenu de plus en plus puissant, surtout depuis qu'il y a les sanctions. Parce que depuis qu'il y a les sanctions, Poutine a adopté des contre-sanctions, évidemment, qui font qu'on n'importe plus, par exemple, de cochons bretons ou on n'importe plus d'artichauts bretons en Russie. Et donc, c'est une perte pour nos producteurs, mais du coup, les Russes, ils se sont mis à produire des choses qu'ils ne produisaient jamais avant. Ce qui fait que maintenant, l'agriculture russe est en pleine expansion. Ils sont devenus premiers producteurs de blé du monde. Et donc les sanctions, en fait, ont permis aux Russes de créer des produits qu'ils ne produisaient pas. Bon, donc de se développer. C'est souvent ce qui se passe en économie, d'ailleurs. C'est pour ça que la sanction en soi, du point de vue de la science économique, c'est une stupidité. Bon, enfin ça, c'est les Américains qui l'ont voulu et l'Union européenne a suivi. Et pourquoi toutes ces sanctions? C'est parce qu'il y a eu l'affaire de la Crimée et l'affaire de l'Ukraine. Bon, alors sur laquelle, ça, j'en dirai un petit mot peut-être à propos de la politique étrangère. Voilà, donc... grande réussite économique qui explique évidemment en partie
pourquoi le régime, évidemment, est très bien vu de la population. En politique sociale, alors là, bon, comme le temps passe, je ne peux pas être trop long non plus, mais je dirais simplement, je prendrais juste un exemple, qui est l'exemple de la politique familiale. Très intéressant comme exemple, la politique familiale, puisque la Russie avait une situation démographique catastrophique. D'abord, le nombre des avortements était absolument gigantesque, beaucoup plus fort que chez nous. Et ensuite, la population diminuait. Il y avait moins de naissances que de mortalité, que de décès. Et depuis 4 ans, maintenant, la population russe augmente. Elle augmente de 50 000 par an à peu près. Le taux de natalité s'est relevé d'un tiers, 30%, c'est-à-dire il était tombé à 1,2, quelque chose comme ça, 1,3 comme l'Allemagne pratiquement, il est remonté à 1,8. Donc il n'est pas encore à 2, mais il y a une sacrée amélioration. Et quant aux avortements, ils ont été divisés par 4. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont changé la loi. Parce qu'il y a eu des discussions là-dessus. Il y a une partie du Parlement qui voudrait qu'on change la loi, qu'on interdise l'avortement pratiquement, qu'on le réduise au maximum. Le paradoxe, vous savez que c'est le premier pays qui a autorisé l'avortement, c'est l'Union soviétique, sous Lénine. Mais ce que faisait Lénine, ce n'était pas forcément ce que faisait Staline, comme vous savez. Et Staline, lui, avait au contraire interdit l'avortement, parce que pour des raisons démographiques, évidemment. Et puis ensuite, quand Staline est parti, on est revenu à des comportements très libertaires, disons, en matière d'avortement. Et là, il y a eu une baisse, donc des 3/4, mais ce n'est pas dû à un changement de la loi, c'est dû plutôt à une ambiance qui a changé, parce que le gouvernement a fait 2 choses. D'abord, il a donné des subventions énormes à la natalité, puisque quand vous avez un enfant actuellement en Russie, vous avez ce qu'on appelle le capital maternel, MatCap, qui fait à peu près 6 000 euros. 6 000 euros, je dis bien, alors que le revenu moyen, évidemment, est plus faible qu'en France. Donc c'est énorme. Vous avez en plus des aides supplémentaires qui sont accordées par certaines régions. C'est un État fédéral, donc les lois ne sont pas les mêmes partout, c'est un peu comme aux États-Unis. Et vous avez des régions qui offrent des cadeaux, alors qu'ils peuvent avoir un côté un peu folklorique parfois. Par exemple, il y a une région, je crois que c'est dans l'Oural, si votre bébé est né le jour de la fête nationale, il est déclaré bébé patriote. Et comme il est bébé patriote, les parents reçoivent une voiture ou un frigidaire en cadeau. Bon, alors c'est quand même pas mal. Bon. Donc il y a tous ces côtés-là. Et puis alors, il y a la propagande nataliste qu'on retrouve dans le métro, des affiches. Fête de la fidélité, fête du mariage. Oui, c'est ça. Il y a la fête, comme disait Souffle, frère Thierry, il y a la fête du mariage, de l'amour, du mariage et de la fidélité, qui est une fête nationale, dont le comité national est présidé par Madame Medvedev, et qui remet des décorations et des cadeaux aux familles méritantes, c'est-à-dire les familles qui restent fidèles et qui ensuite ont beaucoup d'enfants. Bon. Et moi j'ai assisté ici à l'ambassade d'ailleurs à une remise de ces récompenses à des familles méritantes, ici à Paris. Et il y avait sur l'estrade, je me souviens, avec l'ambassadeur, il y avait 2 icônes qui étaient là, une icône de Piotr et Févronia, 2 icônes donc, qui sont les 2 saints de l'Église orthodoxe qui protègent le mariage et qui protègent la fidélité. Et l'ambassadeur a dit oui, vous êtes peut-être surpris parce que nous sommes un État laïque. J'ai fait mettre ces 2 icônes sur la scène, mais nous sommes un État laïque, mais pour nous, ça ne veut pas dire qu'on oublie la religion orthodoxe qui a joué un rôle tellement important dans la formation spirituelle et culturelle du peuple russe que, en matière de mariage, de fidélité, etc., de natalité, bien sûr, la religion est essentielle, les valeurs qu'elle porte sont essentielles. C'est pour ça qu'on a mis les 2 icônes pour présider à notre fête laïque. Bon. Alors c'est très différent de la cité française, ça c'est tout à fait clair. Mais c'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'ambiance, parce que tout n'est pas dû à Poutine non plus. Si vous voulez, l'histoire, je dirais, psychologique de la Russie n'est pas la même que la nôtre, parce qu'ils n'ont pas vécu les mêmes drames. Je me souviens d'une réunion à Saint-Pétersbourg, dans la cathédrale sur le sang versé, et dans cette église, il y avait le guide qui expliquait que la Russie était un État laïque, mais que l'église collaborait avec l'État de façon très étroite dans un certain nombre de domaines. Les domaines classiques pour l'église, c'est-à-dire l'éducation, beaucoup d'éducation privée en Russie, maintenant. L'éducation, les hôpitaux, les personnes âgées, tout ça, l'église s'en occupe beaucoup en liaison avec l'État. Ils font des actions communes. Et même dans l'armée, puisque dans l'armée il y a des églises, et ce qui en France est interdit. Et alors il y a un Français qui était là, on était un petit groupe d'une vingtaine, il y a un Français qui visiblement était très mécontent de ce qu'il entendait, qui dit « Madame, tout ça n'est pas très conforme à la laïcité ». Et alors la guide
n'est pas intimidée, elle répond un truc, ça m'a beaucoup frappé, qui montre qu'évidemment les histoires ne sont pas les mêmes, les mentalités ne sont pas les mêmes. Le guide répond, vous savez monsieur, pour vous la laïcité ça veut probablement dire la liberté, la libération, des contraintes du passé, etc. Mais pour nous la laïcité c'est très différent. Moi quand j'étais jeune c'était l'Union soviétique. La laïcité ça voulait dire que on n'hésitait pas à mettre au goulag des prêtres qui déplaisaient à l'État, sans oublier que pendant certaines années, on en a massacré des milliers et des milliers. Tout ça au nom de la laïcité. Vous voyez, la laïcité, c'est le meurtre des prêtres. Bon. Ou alors les mettre au goulag. Bon. Donc vous voyez, cette laïcité a une couleur de sang pour nous. C'est quelque chose de brutal. On ne peut pas révérer quelque chose qui a fait couler autant de sang, vous comprenez? Mais je sais qu'en France, vous ne voyez pas les choses de la même manière. Le type n'a plus rien dit. Il ne savait plus quoi dire, il était gêné comme tout. Puis il n'aurait jamais imaginé qu'on lui fasse une réponse comme ça, évidemment. Alors, donc, politique familiale. La politique, oui, alors les traditions, je disais, la famille, ça en fait partie, bien sûr. Le patriotisme est très développé en Russie. Poutine a rétabli l'éducation patriotique et militaire qui avait été supprimée sous Yeltsin. Et ça donne lieu à des choses assez amusantes. Par exemple, vous savez qu'en Russie, il y a une fête des mères, comme chez nous, mais il y a aussi une fête des pères, si je puis dire, une fête des hommes, et ça s'appelle la fête du défenseur de la patrie, parce qu'on considère que l'homme, sa mission numéro 1, c'est de défendre la patrie. Donc ça s'appelle la fête du défenseur de la patrie, et à la fête du défenseur de la patrie, les femmes vont dans les pâtisseries acheter des canons et des tanks en chocolat qu'elles offrent à leur mari. Bon, c'est un côté assez pittoresque, mais qu'on n'imagine pas beaucoup non plus ici. Et je me souviens d'un article du Monde, dans ce journal, il y avait une journaliste qui était allée dans des écoles, et notamment des écoles de cadets, qui sont des écoles où on donne une discipline de cosaque ou une discipline militaire aux enfants. Ça ne veut pas dire qu'ils deviendront forcément officiers. Beaucoup deviennent officiers, mais d'autres peuvent aller dans le secteur privé. Après, ils ont reçu une certaine armature morale et éducative à travers cette éducation militaire. Et alors, la journaliste du Monde dit, elle voit un gamin passer qui a 14 ans, je sais pas, et elle lui dit... alors demain, tu veux faire quoi? Il s'attendait à ce qu'ils disent officier. Hein. Tu veux faire quoi demain quand tu auras quitté l'école? Et le gamin lui répond, Madame, moi, ma profession future, c'est patriote. Alors, elle est restée sidérée, évidemment. Bon, alors, donc le patriotisme, ça c'est très important. Le Club de Valdaï a fait d'ailleurs toute une série de propositions pour développer le patriotisme chez les jeunes et notamment pour assurer le culte des grands héros de la patrie russe. Hein. Les héros, c'est la forme concrète que prend le patriotisme dans l'histoire de la Russie. Autre aspect de la tradition, bien sûr, c'est la religion orthodoxe. Alors tout à l'heure, je vous ai cité la phrase de Philippe de Villiers. Bon, c'est vrai qu'il se passe un certain nombre de choses en Russie qui surprennent les Occidentaux. Par exemple, lorsqu'il y a eu la fête du 9 mai, la fête de la victoire contre Hitler, ça fait 2 ans maintenant qu'il y a le même phénomène qui se reproduit, si je puis dire. Monsieur Shoigu, ministre de la Défense, arrive sur la place rouge dans une grande voiture décapotable. Toutes les troupes sont alignées pour être passées en revue. Et on voit la voiture qui s'arrête, le ministre de la Défense qui enlève sa casquette. Je dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? Il fait le signe de croix orthodoxe. Et puis la caméra officielle de la télévision officielle se retourne vers une icône du Christ qui se trouve juste au-dessus du ministre. Et puis ensuite, le ministre remet sa casquette, la voiture redémarre, et à ce moment-là, on passe au défilé militaire proprement dit, et à la rue des troupes. Bon, c'est sûr que, enfin, je connais aucun pays occidental où on fait ça, hein, où le ministre de la Défense fait le signe de croix avant de démarrer un défilé militaire. Bon, c'est un exemple parmi d'autres, hein, mais il est certain qu'aujourd'hui, la religion orthodoxe, notamment, bien sûr, joue un rôle important dans la vie sociale, et avec l'appui, indiscutablement, enfin, la bénévolence, disons, des autorités de l'État. Commencer par Poutine lui-même, qui cite souvent Dieu, qui fait souvent des discours où il y a des références aux traditions chrétiennes, etc. Il regrette que l'Occident perde ses traditions chrétiennes. Enfin, il prend des positions souvent engagées sur ce thème, qui fait qu'il est d'autant plus détesté par certains milieux occidentaux, évidemment. Donc tout ça, c'est parce qu'il y a un lien entre les deux. Alors je vous rappellerai une petite histoire qui n'est pas liée à Poutine, d'ailleurs, mais enfin qui montre l'ambiance dans laquelle Poutine ensuite a pu travailler dans cette direction. C'est quand j'étais député, j'ai commencé à aller en Russie, député européen. Et alors, on me dit, vous n'avez rencontré personne du Parti communiste, il faudrait que vous voyiez quelqu'un du Parti communiste, il faut vous voyez des gens de tous les partis. Je dis, d'accord. Alors, je demande à rencontrer le secrétaire général du Parti communiste, qui est toujours le même, d'ailleurs, qui s'appelle Zyuganov. Il était dans le Caucase. Alors, on me dit, mais vous pourrez voir le numéro 2.
numéro 2, Podberioski, il peut vous intéresser parce que figurez-vous que c'est l'idéologue du parti. Je dis, ah bah oui, c'est très intéressant de voir l'idéologue du parti. Bon. Alors, mais il ne veut pas vous recevoir au siège du parti parce que vous êtes quand même très marqué à droite. Bon, il faut dire que, vous savez, j'ai eu dans ma carrière de période, vous savez peut-être, j'étais d'abord député RPR, puis ensuite député Front National. Et là, à l'époque, je suis député Front National. Et alors, évidemment, Parti communiste, bon, vous-même, ça vous emballe peut-être pas d'aller au siège du Parti communiste. Alors, je dis non, pas spécialement, mais enfin, s'il faut le faire, on le fera. Non, 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 on a trouvé un lieu plus neutre, plus indépendant. C'est le centre de réflexion idéologique du parti qui s'appelle Héritage spirituel de la Russie. Alors, je dis quoi? Vous n'êtes pas trompé? Non, 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 c'est Héritage spirituel de la Russie, c'est le nom de ce centre. Je dis, ah, ça c'est bizarre. Alors j'y vais, je tombe sur une villa 19e siècle, très bien restaurée, et puis à l'entrée, je vois effectivement une plaque dorée, où on voit Saint-Georges terrassant le dragon, donc plus de faucils, plus de marteau, hein, on change complètement d'image. Saint-Georges terrassant le dragon, et à côté, Héritage spirituel de la Russie. Je rentre, je vais dans le bureau du directeur, je dis, j'ai rendez-vous avec M. Podberioski, on me dit, oui, oui, il vous attend. Il va venir dans quelques instants, il a un petit peu de retard, il va venir. Alors je rentre dans le bureau et puis je vois des icônes de la Vierge partout. Alors je me dis, c'est quand même curieux ça, je suis vraiment au Parti communiste, il y a dû y avoir une erreur quelque part. Hein. Bon, il faudrait que je rappelle mon secrétariat. Puis brusquement, Podberioski arrive. Alors là, je retrouve un paysage, disons, auquel je m'attendais, c'est-à-dire que je vois un véritable apparatchik soviétique. Le type était gris, il avait la peau grise, les cheveux gris, il avait le costume entièrement gris, une cravate grise, tout était gris. Je me dis, ah, ben ça c'est très soviétique, hein, effectivement. Alors je me présente à lui, monsieur le directeur, merci de me recevoir. Mais avant qu'on discute, il y a une chose que je voudrais vous poser, une question qui me brûle les lèvres, mais pourquoi il y a toutes ces icônes ici? Il me dit, ah bon, vous n'aimez pas ça? Je dis, ah, j'ai jamais dit ça. Je suis très surpris simplement parce que je croyais qu'on était au Parti communiste. Il me dit, monsieur, vous êtes devant le numéro 2 du Parti communiste. Le numéro 2 du parti, c'est moi. Je dis, oui, c'est ce qui était prévu. Je vous remercie d'avoir pris du temps pour me recevoir. Mais je ne m'attendais pas dans votre bureau à voir autant d'icônes religieuses. Enfin, et pourquoi? Pourquoi ça? Je dis, ben parce que sans doute je suis un occidental très mal informé. Pour moi, les communistes sont des gens plutôt athées. Donc ils n'ont pas d'image pieuse dans leur bureau. Donc je suis quand même sûr. Mais vous parlez de quel communisme, il me fait? Je dis, bah, je parle du Parti communiste français, que je connais bien, que j'ai combattu à Calais, parce que j'étais élu député de Calais. C'était pas le genre à avoir des crucifix dans leur bureau. Et je vous parle aussi du Parti communiste de l'Union soviétique. Oh, l'ancien régime, il me fait. Mais on a changé tout ça. Mais vous n'êtes pas dans le coup. Alors je dis, bah peut-être pas, mais vous savez, en Occident, on ne nous dit pas grand-chose sur la Nouvelle-Russie. Oh là 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 là, il faut que je vous en parle. Alors il m'a parlé pendant 3 heures, mais je résume en quelques mots ce qu'il me dit. Il me dit, c'est très simple, l'Union soviétique a été un échec total. Total. Et donc on cherche à rebâtir la Russie sur d'autres bases. Alors ça c'est sous Yeltsin, hein. Poutine n'était pas encore arrivé, hein. Mais ça montrait déjà un peu le climat qui changeait. Il me dit voilà, maintenant on voudrait rebâtir une nouvelle Russie en prenant ce qu'il y a de bien en Occident et en ne prenant pas ce qu'il y a de mal. Je lui dis, oh, bah, c'est bien, mais qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'il y a de mal? Il me dit, oh vous le savez très bien. Ce qu'il y a de bien chez vous, c'est la haute technologie, c'est l'économie de marché, c'est par exemple la liberté d'expression, ça c'est bien. Et puis ce qui est pas bien chez vous, ben, c'est la dégradation des mœurs, l'augmentation du crime, du trafic de drogue, l'absence totale de patriotisme. Tout ça c'est très très mal. Vous voyez, nous on n'apprécie pas du tout. Alors je dis bah oui c'est très intéressant. On cherche un juste milieu entre les deux. Je dis ah, mais ça c'est toujours très dur de trouver un juste milieu. Il me dit oui, dans l'abstrait c'est impossible. Il me dit il faut trouver le juste milieu à partir du peuple. À partir du moment où on respecte le peuple russe. Et le peuple russe, il a une histoire d'un millénaire. Et qui est-ce qui a été la colonne vertébrale de toute cette histoire, sinon l'Église orthodoxe? Donc nous nous sommes dit, au Politburo du Parti communiste, nous nous sommes dit, il faut qu'on voit les hiérarques de l'Église orthodoxe, qu'on discute de doctrine sociale avec eux, pour essayer d'élaborer la plateforme politique du nouveau Parti communiste. Bon, je n'en reviens pas, évidemment. Et il me dit, et voilà, et donc on est en train de travailler dans cette direction. Alors évidemment, je suis sorti de là très, très troublé et intrigué. Et puis j'ai eu une confirmation d'ailleurs un an après. C'est un an après au Parlement européen, on nous annonce Zyuganov, le président du Parti communiste, donc le premier secrétaire, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin Zyuganov, qui vient au Parlement et je me retrouve à sa table. Parce que les parlementaires ont dit, bon, bah, Blos, c'est un spécialiste de la Russie, on va le mettre avec Zyuganov, je me retrouve à sa table, puis on discute. Puis à la sortie de la discussion, il y a plein de députés qui viennent me voir en disant, dis donc, tu déjeunais avec le secrétaire du Parti communiste russe, alors qu'est-ce qu'il t'a raconté? Alors je dis, ah, vous allez être surpris, hein. J'ai eu l'impression de déjeuner avec le président Antoine Pinet. Mais pourquoi tu dis ça?
Parce qu'il a passé son temps à nous bassiner avec 2 sujets en disant les 2 valeurs centrales de notre parti, c'est le patriotisme et le respect du droit de propriété. Parce que ça, c'est là-dessus qu'on fonde une vraie société solide pour l'avenir. Alors les autres, ah bah ça, alors il t'a dit ça, bah oui, tout à fait, c'est comme ça. Puis alors j'ai revu, là je peux vous dire, j'ai revu Zyuganov une 3e fois, c'est cet hiver, l'hiver dernier, enfin en 2016. Je suis invité à un concile de l'Église orthodoxe. Et puis là, le patriarche avait invité les secrétaires de tous les grands partis politiques russes, y compris le Parti communiste, évidemment. Alors moi, je suis un peu surpris. Alors, je dis, mais qu'est-ce qu'il fait, Zyuganov, là? Il dit, bah, il est là. Il y avait marqué un seul peuple, une seule... Je sais plus, le titre du congrès, c'était un seul peuple, une seule foi, une seule histoire. Voilà. Et Zyuganov fait un discours, bon, qui est un peu terne d'ailleurs. Et je lui dis, je suis quand même sidéré que Zyuganov fasse un discours au concile de l'Église orthodoxe russe. Il dit, mais pourquoi tu dis ça? Zyuganov, il est très profondément chrétien. Je dis, ah bon, bah alors dans ce cas-là. Donc c'est dire quand même, si on est dans un climat très différent de celui que nous connaissons. Mais enfin, c'est comme ça. Et d'ailleurs, au même concile de l'Église orthodoxe, je vous dis ça au passage parce que vous ne pouvez pas le deviner, il y avait le grand mufti du Tatarstan, donc il représentait les musulmans. Et les musulmans sont assez nombreux en Russie, hein. Pas autant qu'on le dit, ici on dit 20 millions, moi je crois qu'on délire un peu. En fait, c'est moitié moins. Enfin, c'est pas négligeable. Sur 160 millions d'habitants à peu près, 156 millions d'habitants, vous avez une dizaine de millions de musulmans, dont beaucoup d'ailleurs n'ont pas une foi forcément très, très développée. Et le grand mufti, donc c'est un petit peu leur autorité morale, il fait un discours lui aussi, et il dit je suis très content de venir faire un discours au concile de l'Église orthodoxe, sous ce titre, une histoire, une foi, une patrie. Parce que moi je suis un patriote russe, donc il n'y a qu'une seule patrie, qu'on soit orthodoxe ou musulman, mais il n'y a qu'une seule patrie pour tout le monde. Une histoire, ben, on a la même histoire depuis que Ivan IV a conquis le Tatarstan, et donc on fait partie de on a la même histoire, donc ça nous crée évidemment beaucoup de points communs. Et une fois, même s'il y a des différences bien sûr entre les chrétiens et l'islam, mais nous pensons tous que la réalité spirituelle c'est très important et que Dieu c'est très important. Et d'ailleurs, je dois vous dire que ça tombe bien parce que la semaine dernière, j'ai envoyé une missive à tous les imams de Russie, leur demandant de prier pour l'occasion de l'anniversaire de Saint Serge de Radonej, qui est un grand saint orthodoxe russe, qui a béni les armées russes pour se battre contre les Mongols de l'Est. Et donc c'était un grand patriote, et donc je pense que c'est bien que les musulmans prient pour l'âme d'un saint orthodoxe qui a beaucoup défendu la patrie. Alors, là, je suis sorti de là, j'étais un peu bluffé aussi. Donc, je dis ça, c'est parce que ça donne le contexte, si vous voulez. Il ne faut pas croire que Poutine tout seul fait tout, évidemment. Donc, il joue un rôle majeur. Il y a derrière lui, quand même, effectivement, comme le disait tout à l'heure frère Thierry, les officiers, mais aussi l'Église, hein, qui le soutient à fond. Le patriarche a même dit que c'était un miracle historique, l'arrivée de Poutine. Bon. Et donc tout ça crée évidemment un ensemble qui fait que le système, à mon avis, est stable et que si Poutine devait mourir demain, parce que c'est une question que se posent parfois certains, moi je crois que le système resterait probablement sur ses rails parce qu'il n'est pas tout seul et il y a une ambiance générale qui va dans le sens, disons, de la politique poutinienne. Bon, là maintenant je pense que l'heure est terminée. J'ai oublié, à vrai dire, de vous parler de politique étrangère. Mais enfin, celle-là, elle est traitée dans les journaux de façon très très complète. Mais enfin, vous connaissez les succès de Poutine. Bon. D'abord, la restauration de l'armée russe, qui était dans un état épouvantable à l'époque de Yeltsin, avec la montée des budgets, etc. Une technologie absolument extraordinaire. La technologie, je raconte juste une anecdote parce qu'elle est frappante, vous la connaissez peut-être. C'est un bateau de guerre américain en mer Noire, et puis un avion qui apparaît dans le ciel. Et le commandant du bateau américain dit « Mais cet avion, comment ça se fait? On ne nous l'a pas signalé. Comment ça se fait ?» Alors il se tourne vers la salle des radars, etc. Ils n'ont pas vu l'avion, effectivement. Il dit, mais et puis brusquement, tous les radars deviennent muets. Tous les équipements électroniques du bateau deviennent muets. Le bateau ne peut plus fonctionner quasiment, parce que plus rien ne fonctionne. Alors, panique à bord, et l'avion s'éloigne. Et puis à un moment, l'avion s'étant éloigné, c'est un avion russe, l'avion s'étant éloigné de très loin, tout se remet en marche d'un seul coup, sur le bateau. Ça veut dire que l'avion avait la capacité de paralyser tous les équipements électroniques du bateau américain. Et alors ça a beaucoup ému l'OTAN après, parce qu'il y a eu des tas de discussions sur cet incident, etc., en disant mais ils sont beaucoup plus forts en guerre électronique qu'on ne le croit, et maintenant on en est assez persuadé d'ailleurs. Et un effet collatéral de cette affaire qui est assez amusant, c'est que le bateau est allé ensuite en Roumanie pour récupérer du carburant et puis permettre aux marins
d'aller à terre pour une permission. Et lorsqu'il a fallu repartir, la moitié des marins n'ont jamais voulu remonter sur le bateau, tellement ils avaient été effrayés. Alors ils ont perdu la moitié de leur équipage, ce qui a posé encore d'autres problèmes. Bon. Enfin, ceci pour dire que l'armée russe, faut pas trop la sous-estimer. Bon, la politique étrangère proprement dite, bon, il y a le plan eurasiatique de Poutine, hein, la grande Europe de la Bretagne jusqu'à Vladivostok. De Brest à Brest, et ça c'est ce que ne veulent surtout pas, ce que voulaient surtout pas les Américains évidemment, qui voulaient créer une coupure, d'abord en créant une espèce de guerre entre l'Europe occidentale et la Russie, bon, d'où les sanctions, etc. Et puis surtout séparer l'Ukraine de la Russie, d'où le coup d'État du Maïdan, donc qui est un coup d'État, et puis la révolte d'une partie du peuple ukrainien, la partie qui était la plus proche de la Russie, c'est-à-dire tout l'est de l'Ukraine et puis la Crimée. Alors la Crimée, bon, elle a été sauvée parce qu'elle a une position un peu particulière et Poutine ne voulait pas la laisser tomber, si je puis dire. Dans le Donbass, c'est plus compliqué, mais là aussi, c'est une révolte réellement des populations. C'est pas l'armée russe qui intervient volontairement pour agresser l'Ukraine. La preuve en est d'ailleurs, c'est que bien avant que cette guerre éclate, dans la moitié des districts de l'Ukraine, tous ceux de l'Est et tous ceux du Sud, il y avait eu des votes dans les conseils de district, parce que qui sont un peu comme nos conseils départementaux chez nous, qui avaient demandé la tenue de référendum sur l'abandon de l'Ukraine et sur le retour à la Russie. Bon, tout ça a été interdit par Kiev, évidemment, en disant séparatisme, terrorisme, etc., pas question. Mais le Donbass s'est révolté militairement, si je puis dire. Bon. Donc on en est là pour l'instant. Mais enfin, c'est vrai que les bases démocratiques du pouvoir ukrainien, on pourrait évidemment beaucoup s'interroger là-dessus et en parler plus longuement. Et puis ensuite, bon, il y a eu l'intervention des Russes en Syrie. Bon, là, vous êtes très informés parce que quand même, les médias en ont beaucoup parlé. Et puis la volonté de répéter tout le temps par Poutine qu'il faut lutter contre l'antiterrorisme, qui est le seul adversaire véritable du monde occidental, et pas Bachar el-Assad. Et donc, là, on a eu des échos favorables, si vous voulez, de Donald Trump, qui vient d'être élu président, qui a dit effectivement, avec la Russie, on doit pouvoir faire une lutte commune contre le terrorisme. Comme en plus Donald Trump a fait des allusions au fait que les sanctions, c'était pas forcément quelque chose de très intelligent, que c'était contraire à la liberté du commerce, ce qui est le moins qu'on puisse dire. Ensuite, il a fait des réflexions sur l'OTAN, disant que c'était un truc obsolète qui coûtait des milliards aux États-Unis pour payer la protection d'Européens qui ne voulaient pas eux-mêmes dépenser pour leur armée. Donc ça crée évidemment toute une déstabilisation qui ne fait que commencer en Occident, mais qui va assez dans le sens d'un rapprochement effectivement avec la Russie, entre les États-Unis et la Russie d'abord, et puis à l'intérieur de l'Europe elle-même, parce que la plupart des milieux économiques, notamment en Europe, souhaitent visiblement une réconciliation avec la Russie, parce que ça fait perdre énormément d'argent, un peu aux Russes, c'est vrai, mais surtout beaucoup plus aux Européens, qui ont des tas de perspectives d'augmentation des marchés en Russie et qui sont bloqués actuellement. Alors que les Américains, ça leur coûte pas cher parce que les Américains n'ont jamais beaucoup commercé avec la Russie. Donc pour eux, ça change pas grand-chose. Par contre, simplement, ils ont une prétention, si vous voulez, qui tient pas debout un seul instant, pour quelqu'un qui a un peu de bon sens, et je crois que c'est le cas de Trump, c'est de dire on va isoler la Russie. Mais comment voulez-vous isoler un pays qui est grand comme un continent ? Et je me souviens d'une réflexion qui a été faite, je terminerai là-dessus, lors de ces grandes manifestations militaires du 9 mai, là, de la victoire sur Hitler. Bon, le commentateur français disait les chefs d'État occidentaux n'ont pas voulu venir à cette cérémonie et Poutine s'est retrouvé donc complètement isolé. Et Poutine avait à sa droite le président de la Chine et à sa gauche il avait le président de l'Inde. Alors pour être isolé, il fait 2,6 milliards d'habitants, rien que ça, excusez-moi du peu, c'est une plaisanterie. Je veux dire, il suffit de regarder une carte de géographie. On peut isoler la Belgique probablement, ou la Suisse, bon, mais peut-être la France. Mais en tout cas, isoler la Russie, géographiquement, c'est complètement idiot. D'autant plus que les dogmes anti-russes qui ont cours en Amérique et en Europe sont pas du tout partagés par les Indiens, les Chinois et toutes sortes les Iraniens, bien sûr, d'autres peuples qui, au contraire, veulent avoir de bonnes relations avec la Russie. Donc, je crois qu'on peut voir les choses peut-être pour l'année qui vient avec un petit peu plus d'optimisme. Voilà, ça sonne, leur nouvelle sonne. Et je vous souhaite une bonne année pendant que j'y suis, puisqu'on n'est pas encore à la fin du mois de janvier. Vous voulez répondre à quelques questions? Non. 10 minutes. Bon, vous avez 10 minutes de questions et vous pouvez les distribuer en silence. À votre avis, que peut-il se passer
puisqu'il est question, une ONG qui s'appelle CLEAR est en train de vouloir s'opposer au fait que Trump soit au pouvoir, en disant qu'il y a une interaction entre ses affaires privées, bien qu'il ait légué, enfin, nommé ses enfants, et ils sont en train de vouloir, avec 2 juges, le destituer, faire un impeachment. Et qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Parce que c'est précisément que c'est la politique internationale qu'on veut ça. Oui, maintenant, franchement, je ne crois pas beaucoup dans la réussite de ce genre de manœuvre. Non, il a été élu, qu'est-ce que vous voulez, il a été élu président, bon, c'est un fait. Hein. Je ne crois pas du tout à la possibilité, effectivement, de l'élimination du président. Parce que d'après l'article de la Constitution, ils disent qu'il peut y avoir justement des interactions entre ces affaires privées dans le monde entier. Donc ça va nuire à la politique étrangère, où lui sera personnellement, et la Trump Company dans toutes ses ramifications, et ils veulent absolument, par une ONG qui vient d'être... À ma connaissance, il a abandonné la direction de ses propres affaires. Par ailleurs, je ne suis pas sûr que d'autres présidents américains n'aient pas eu des affaires internationaux à leur pays, notamment la Fondation Clinton et Jamie Dimon, donc l'ancien président sur ce sujet-là. Ensuite, s'il y avait vraiment un procès, je pense que le procès serait tellement important que ça à la Cour suprême. Je ne vois pas la Cour suprême, même si elle est litigée, disons, prendre la responsabilité de destituer un président des États-Unis pour cette base-là. Il ne pouvait pas s'empêcher